Bonjour tout le monde et bienvenue sur NES Capital pour ce nouvel épisode qui sera autour du CAPM ou le modèle MEDAF. Le modèle MEDAF ou Capital Asset Pricing Model explique la réalisation de l'équilibre du marché par l'offre et la demande pour chaque titre. Il permet de déterminer la rentabilité d'un actif risqué par rapport à son risque systématique. L'équation à l'écran détermine ce modèle. L'espérance de rendement de l'actif est égale au taux sans risque, risk-free rate en anglais, plus le bêta de l'actif multiplié par l'espérance de rendement du marché moins le taux sans risque. Vous regardez un nouvel épisode de NES Capital. Bonjour. Comme discuté dans la présentation, le modèle MEDAF permet de déterminer la rentabilité d'un actif risqué par rapport à son risque systématique. À l'écran, l'équation du modèle MEDAF. La première composante est l'espérance du risque de marché moins le taux sans risque. Cette composante représente la prime du risque de marché, c'est-à-dire le surplus de rentabilité exigé par les investisseurs lorsque ces derniers placent leur argent sur le marché boursier plutôt que dans un actif sans risque. La seconde composante est le bêta. Le bêta représente la volatilité de la rentabilité de l'actif rapportée à celle du marché. Mathématiquement parlant, elle correspond au rapport entre la covariance de la rentabilité de l'actif et celle du marché à la variance de la rentabilité du marché. Afin de mieux illustrer le concept autour de ces composantes, calculons ensemble la prime de risque de marché enregistrée en 2019 si on considère le Dow Jones comme marché de référence. En 2019, le Dow Jones enregistrait un taux de rendement de 22,34%. D'un autre côté, le taux sans risque sur ce marché-ci, qui est le taux obligataire 10 ans, était de 0,55%. Ainsi, la prime de risque qu'exigerait une personne en investissant sur le marché boursier américain serait de 22,79% de taux de rendement. Concentrons-nous maintenant sur le bêta. Le modèle CAPM permet de déterminer la rentabilité d'un actif risqué par rapport à son risque systématique. Cependant, qu'est-ce que le risque systématique exactement? Le risque systématique peut être défini comme le risque non propre à l'entreprise. C'est donc un risque non diversifiable qui est commun au marché en entier et que l'investisseur ne peut éliminer. Un exemple poignant du risque systématique serait par exemple la crise des subprimes en 2008. La crise des subprimes s'est déclenchée au deuxième semestre de 2010 avec le crash des prêts immobiliers hypothécaires à risque aux États-Unis. Les emprunteurs, souvent de conditions modestes, n'étaient plus capables de rembourser. Ainsi, les détenteurs ne pouvaient plus liquider leurs créances. La défiance s'est d'abord installée envers les créanciers titrisés qui comprennent une grande partie de crédits subprime, puis envers les fonds d'investissement et les sociétés bancaires susceptibles de détenir ces dérivés de crédit. La seconde phase de la crise commença à l'automne de 2008 et provoqua une chute des cours des marchés boursiers et la faillite de plusieurs établissements financiers. Afin d'éviter une crise systématique, les États devaient ainsi intervenir et sauver de nombreuses banques de la faillite, ce qui provoqua une crise de la dette publique en Islande par exemple ou en Irlande. Cette crise provoqua par ailleurs une récession touchant l'ensemble de la planète. Les finances publiques ont été lourdement sollicitées pour résoudre cette crise. Le déficit public s'est creusé dans de nombreux pays, ce qui engendra un recul du produit intérieur brut mondial de 2,2% en 2009. La crise de la dette publique grecque est un autre exemple poignant de risque systémique. La crise de la dette publique grecque est une crise financière ayant débuté en 2008 due au fort niveau de la dette publique de la Grèce. Cette crise toucha aussi bien la Grèce que l'ensemble des pays de l'Union européenne. Le poids de la dette pesa sur l'économie du pays et fit naître des craintes chez les investisseurs sur la capacité du pays à rembourser la dette publique et les poids de ses intérêts. La Grèce enregistrait en 2011 le second plus haut taux d'endettement de la planète avec près de 152% du PIB. Les craintes autour de la capacité de la Grèce de rembourser mises en pression tout le système financier européen. La peur de contagion d'autres pays comme le Portugal ou l'Espagne mit à mal la confiance des investisseurs sur le marché européen, ce qui entraîna une baisse des principaux indices boursiers européens pendant cette période-là. Ces deux exemples ci-haut montrent l'ampleur d'un choc systémique. En effet, l'impact d'un tel choc résonne et secoue tous les secteurs de l'investissement, peu importe l'activité
principales de l'entreprise. Par exemple, si on analyse le rendement historique annuel de l'action Microsoft, on va très facilement se rendre compte de l'ampleur de cet impact. Rappelons que Microsoft étant une compagnie qui opère sur le secteur informatique, il est donc à première vue peu probable que son business model ne soit affecté par la crise des subprimes et encore moins la crise de la dette grecque. En général, on voit à l'écran que Microsoft enregistre année après année une excellente performance boursière. Les rendements annuels de l'action Microsoft ont augmenté en moyenne de 31% par année depuis 1987. Les rendements enregistrés cependant dans les années 2000, 2008, 2010 et 2011 attirent l'attention. Si on fait un lien avec l'actualité de ces années-là, on se rend compte que l'an 2000 marque l'éclosion de la bulle Internet, 2008 coïncide avec la crise financière, 2009 et 2011 coïncident avec la crise de la dette grecque. Le modèle CAPM incorpore en son sein un paramètre qui permet de tenir compte du choc systémique en reflétant le niveau d'interdépendance entre le mouvement des prix d'une action et le mouvement du marché boursier. Un bêta de 1 voudrait dire que le prix de cette action évolue exactement pareil que le marché boursier. Une hausse donc de 1% du marché entraînerait une hausse de 1% du prix de cette action. Un bêta de 0.5 voudrait dire qu'en moyenne, quand le marché augmente de 1%, cette action augmente de 0.5%. Un bêta de moins 0.5 voudrait dire qu'en moyenne, quand le marché augmente de 1%, cette action diminue au contraire de moins 0.5%. À noter que la valeur du bêta est une information publique. Elle est généralement présente dans la plupart des sites de finance. Le ERM présent dans l'équation du modèle CAPM représente le taux de rendement espéré ou attendu sur le marché cette année-là. Généralement, on utilise les rendements espérés de l'indice de référence. Le dernier paramètre est le RF qui représente le taux sans risque. On choisit généralement le taux obligataire 10 ans, d'autres préférant utiliser cependant le taux obligataire 2 ans ou 5 ans, tout dépendamment des spécificités de l'entreprise en question. Continuons avec l'exemple de Microsoft, mais rajoutons cette fois-ci l'accent Google également. Le bêta de l'accent Google est de 1.04, tandis que celui de Microsoft est de 1.19. Sachant que ces deux compagnies opèrent dans le secteur des technologies numériques et que les deux compagnies sont listées sur le Nasdaq, ce dernier va donc être utilisé comme indice de référence. Si on étudie ces rendements historiques, on s'aperçoit qu'en moyenne, le Nasdaq progresse d'environ 13% par année depuis 1972. On va donc garder notre exemple simple et utiliser cette valeur comme rendement espéré du marché en 2020. Le taux sans risque utilisé sera le taux obligataire américain 10 ans qui est de 0.55%. Le rendement espéré de l'action Microsoft sur 2020 devrait donc être autour de 15.63%. Google devrait enregistrer pour sa part un rendement égal à 13.5%. Les valeurs obtenues du modèle CAPM peuvent également être utilisées afin de calculer la valeur intrinsèque d'une compagnie. En effet, le taux WACC qui est le Weighted Average Cost of Capital qui est généralement utilisé dans le modèle DCF afin d'actualiser à aujourd'hui les valeurs des cash flows futurs d'une entreprise a deux composantes, une composante dette et une composante équité. Si on suppose que Microsoft ne dispose d'aucune dette, on peut directement utiliser le taux obtenu en utilisant le modèle CAPM afin d'actualiser à aujourd'hui les cash flows futurs de Microsoft et calculer sa valeur intrinsèque. Ce modèle est notamment utilisé par nous dans notre série d'épisodes L'investisseur futé afin de calculer la valeur intrinsèque des prix des actions en question. Ceci clôt finalement notre épisode d'aujourd'hui. Plusieurs autres modèles existent pour expliquer et déterminer le rendement d'un actif risqué tels que les modèles à facteurs ou le modèle Pharma French. Laissez-nous savoir dans les commentaires si une vidéo à propos de ces modèles vous intéresserait. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Vous étiez sur la chaîne Nest Capital. Je vous remercie. Au revoir.